À la une, de fortes marées à prévoir tout le week-end dans deux phénomènes, celui des houles et de la mer du vent. Pas d'alerte météo annoncée pour le moment, en tout cas les autorités préconisent la vigilance à toute la population du littoral. 30 jours de mobilisation et toujours aucune issue dans le conflit qui oppose une partie des agents de la mairie de Matoury au maire. La détermination reste la même chez les grévistes, mais la fatigue et bientôt les difficultés financières risquent de s'en mêler. Ils s'organisent pour faire face. Et puis la présidente de la CACL dans les baskets d'un apprenti d'une entreprise d'aluminium, Marie-Laure Finera-Hort, était invitée aujourd'hui par la structure et s'est prise au jeu. Les projets ambitieux lui ont été présentés. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette tranche info de ce vendredi 11 mars. Voilà déjà un mois que le conflit dure à la mairie de Matoury et toujours pas d'accord en vue dans les négociations. Si les grévistes se disent déterminés, l'épuisement moral et physique guette et les difficultés financières risquent bientôt de s'en mêler, car qui dit grève dit pas de salaire. Les agents mobilisés s'organisent pour faire face avec le soutien de leurs proches et des sympathisants mis à pierre. Jocelyne Covis est agent au service culturel et sportif à la mairie de Matoury depuis 30 ans. Elle fait partie de ces personnes à l'origine du mouvement de grève démarré le 11 février dernier. Pour elle et ses collègues, la vie sur le piquet de grève n'est pas facile. Elle y passe ses journées et ses nuits, loin de ses 3 enfants et de ses proches. On n'a surtout pas le temps pour eux. Elle me voit à la volette. C'est le matin, je rentre au petit matin. Et le soir, je la vois juste un petit peu et je repars après tout de suite. Puisque comme nous sommes sur le piquet de grève 24 heures sur 24. Si moralement elle tient le coup, financièrement, cela devient difficile. Les grévistes perdent de l'argent sur leur salaire. On fait le CIMSND, parce que heureusement quand même on a du monde qui vient nous faire des dons. Mais voilà, c'est pas trop facile pour nous, puisque, comme vous avez dit, nous sommes sur le 30e jour de grève. Financièrement, c'est pas évident, parce qu'il faut quand même, justifier le train-train, parce qu'il faut payer les factures et tout ça. Il y a les enfants, il faut mettre la nourriture, que c'est pas évident du tout. Paulette a 70 ans, retraitée de la mairie de Matoury. Pour elle, les revendications de ses anciens collègues sont légitimes. Leur apporter son soutien est la moindre des choses. J'ai tenu, en tant que retraitée, à venir leur donner un petit coup de pouce, un soutien maternel, un soutien moral, un soutien comme vous voulez, mais toujours un soutien. Ce piquet de grève est un camp organisé où chacun joue un rôle spécifique. Une bonne organisation pour un meilleur confort. On s'entretient l'une à l'autre, on se partage, on fait du partage. Il y a des personnes qui nous apportent, il y a d'autres qui nous offrent. Et nous avons un chef cuisinier. Nous sommes une dizaine de femmes qui dorment sous la pluie, sous le vent. Et nous avons 3 ou 4 hommes qui se positionnent pour pouvoir nous porter un secours, comme le soir où on a été vandalisés. Cela fait 30 jours que le mouvement social est entamé et les grévistes ne comptent pas lâcher prise. Les journées sont longues et difficiles sous la pluie. Discuter, lire, tricoter, jouer au domino ou bien faire la sieste, tous les moyens sont bons pour faire passer le temps. Tous espèrent au plus vite trouver un compromis et signer un protocole de fin de grève. Dans l'actualité également, le retour des fortes marées jusqu'à dimanche sur le littoral. Dans un premier temps, elles seront liées aux houles jusqu'à demain matin, puis ce sera le phénomène de mer du vent qui va générer d'importantes vagues, sans compter l'arrivée de la pluie tout le week-end. Aucune vigilance météo toutefois n'a été lancée pour cette fois, mais la prudence est de mise face au risque de submersion et d'érosion, tout particulièrement à Kourou. Xavier Paul Le Pelletier. Avec pas moins de 4 écrans de surveillance sous les yeux de la prévisionniste, on peine à imaginer les conditions de travail à Météo France avant que la technologie apporte son lot de simplification. Pas question donc pour Émilie de quitter son moniteur des yeux, même pour donner une interview. Là, nous avons un satellite géostationnaire, qui est le satellite américain GEOS-Est. Et c'est une combinaison avec le satellite européen Météosat.
ce qui permet d'avoir tout l'Atlantique. Et pour cause, en la période actuelle d'équinoxe, les phénomènes météorologiques sont amplifiés. Là, la marée du 9 était particulièrement haute. On a d'autres grandes marées entre le 20 et le 26 là, ce mois-ci. En général, ça se met en phase avec les équinoxes. Donc après, on voit ça au mois de septembre. Mais c'est vrai que les fortes marées du début d'année, généralement, se produisent au moment où on a le plus de probabilité d'avoir des fortes houles. C'est pour ça qu'on est plus vigilant sur les mois de février, de mars, qu'on peut l'être par exemple en septembre. Au niveau houle et au niveau précipitation, on n'est pas arrivé à des seuils qui déclenchent la vigilance météorologique. On a juste eu une surveillance un peu plus forte pour être sûr qu'en conjonction, tous ces phénomènes ne fassent pas des dégâts, et notamment sur le littoral. En ce moment, ça arrive souvent à Kourou parce que le Kourou n'est plus protégé par les bancs de vase qui arrêtent la houle et qui amortissent un petit peu son énergie. Kourou, une ville qui n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures de prévention radicales, et la mairie n'y est pas les mains mortes sur les travaux. C'est une digue qui a une embase de 6 mètres sur une hauteur de 2 mètres qui part du village amérindien et qui va jusqu'au club hippique, qui s'arrête juste au niveau du club hippique. Le sable qui a été utilisé pour réaliser cette digue a été ponctionné un petit peu plus loin sur la plage en direction de la Pointe Charlotte. Donc pendant une dizaine de jours, de gros camions de chantier sont venus, ont extrait du sable sur la plage en direction de la Pointe Charlotte pour venir amender ici la plage et construire cette dune. Il faut savoir qu'à chaque jour que les camions passaient pour aller rechercher du sable, ils se sont rendus compte que le trou qui avait été fait par la prise de sable pour construire la digue était complètement bouché par l'apport de sable dû à la marée. Donc en fait, on se rend compte qu'on a un impact et on est assez content, qui est assez faible sur la plage plus lointaine. Malgré son aspect imposant, la digue de sable actuelle n'est que provisoire. À Kourou, personne ne doute qu'elle sera bientôt elle aussi emportée par l'océan. L'Union guyanaise des transporteurs routiers, l'UGTR, accueille pour quelques jours le syndicat martiniquais du transport. Une première rencontre a eu lieu ce matin, un premier contact pour dresser un état des lieux du secteur en Guyane. L'UGTR se rendra d'ailleurs à son tour en Martinique au mois de juin pour un séminaire. On écoute d'ailleurs le président du syndicat, Dominique Mangal, au micro de Mia Pierre. On est en train d'échanger sur nos différents environnements d'évolution, c'est-à-dire que quel type de travail, quelle est la typologie du marché en Martinique comme en Guyane, et quels sont nos problèmes soulevés, et surtout concernant les délais de paiement. La grande différence, c'est qu'eux, ils fonctionnent en GIE, donc en groupement, contrairement à nous, où nous avons du mal à comprendre que notre salut passe par la mise en place de groupements qui permettra à l'ensemble des transporteurs guyanais de pouvoir capter les différents marchés, donc la manne financière qui est dévolue par la commande publique. La finalité de cette affaire, c'est de pouvoir remonter, je dirais, nos problématiques et communes dans les différents ministères. Donc, c'est qu'on ait un poids et que c'est le monde du transport domien qui demande ça, tel point ou tel point. On poursuit avec cette affaire sanglante qui a frappé la commune de Sainte-Marie en Martinique hier soir. Un homme de 31 ans a été grièvement blessé par balle. Il a dû être héliporté dans un état jugé sérieux vers le CHU. Un nouveau fait divers qui plonge dans l'émoi la commune. Reportage Loïc Régis et Lauriane Saint-Louis. Les gendarmes sont encore sur les lieux du drame ce matin à la recherche d'indices. Les riverains sont sous le choc. Hier soir, vers 20h, un homme de 31 ans habitant le quartier est grièvement blessé. Il reçoit plusieurs impacts de plomb dans le bas-ventre. Il s'écroule et perd beaucoup de sang. Le tireur présumé est une connaissance de la victime. Une bagarre entre les deux hommes durant l'après-midi serait à l'origine de la fusillade. Tout s'est passé très vite. Je parlais à Jonathan, la victime. Et ensuite, on a vu deux gars arriver en scooter. Celui qui était derrière est descendu avec un fusil. Et il a tiré sur Jonathan. Ensuite, il est tombé. Et on a été le porter secours. Et même moi, j'ai pris des impacts de balles. Le chauffeur a dit qu'il dit mimissier. Il a dit mimissier. Il tourne croisé là. Il fait un beau stop là. Maintenant, cigare dans la même main.
Moi, j'essaie de me considérer pas faire ça là, mais comme c'est ça, pas de problème ensemble. Mais c'est considéré, mais c'est dévié moi et mais c'est tiré. Depuis le début de l'année, la commune de Sainte-Marie a été le théâtre de 2 homicides et d'une tentative de meurtre. Des faits de violence en augmentation. Le maire appelle au calme. C'est un problème pour les deux familles. C'est une difficulté, tant pour la famille du blessé que pour la famille de celui qui a commis cet acte odieux. Donc, bien évidemment, c'est trop de douleur, c'est trop de larmes qui ont coulé. Et j'espère que, en tout cas, ces larmes-là vont cesser, puisque nous en avons également besoin à Sainte-Marie. Nous avons besoin de montrer autre chose, puisque nous savons faire autre chose. Le tireur présumé se serait rendu aux gendarmes dans la matinée. La victime, elle, serait toujours dans un état sérieux, mais ses jours seraient hors de danger. De retour chez nous, c'est une scène amusante à laquelle ont assisté les employés d'une société spécialisée dans la fabrication à base d'aluminium ce matin. La présidente de la CACL jouant les apprentis, invitée par le gérant de l'entreprise dans le cadre de la semaine de l'artisanat qui démarre aujourd'hui. Marie-Laure Finera-Horty est donnée à cœur joie. Elle a aussi pu aborder les projets de la CACL pour le développement des entreprises. Jonathan Lariot. Ici, on fabrique des coques de bateaux en aluminium. Chaque jour, les employés de cette société passent des heures à modeler ce matériel. Mais aujourd'hui, un nouvel employé peu commun vient grossir les rangs. Voilà, c'est ça. La position. Alors, la position, on est comme. Non, mettez bien en face. Alors, allez-y, appuyez sur le bouton, lâchez le bouton. Artisan d'un jour, la présidente de la CACL s'essaie à toutes les étapes de la transformation de l'aluminium, de la découpe à l'acier électrique, à la soudure des plaques composant la coque. Bon, moi, je suis admirative, hein. C'est physique, bon, on est pour l'égalité homme-femme, c'est vrai, mais j'avoue que là, c'était quand même un peu difficile. C'est vrai que je suis néophyte aussi en la matière, il y a peut-être aussi ça, mais je trouve que c'est un métier quand même qui est relativement difficile. Une approche des métiers d'artisan quelque peu spéciale, mais pas sans motif. Un projet de création d'ateliers relais devrait voir le jour d'ici 2017. À disposition des acteurs de la filière bois et construction, ils permettront de soutenir des entreprises à potentiel à travers différents domaines, ainsi que la mise à disposition de machines et d'équipements. Des bureaux, des locaux déjà, du secrétariat, de l'ingénierie également. Tout dépend des entreprises qui vont accepter en tout cas d'y participer. Je crois que c'est important. L'agglomération a un rôle important, le développement économique c'est nouveau et je crois que nous devons en tout cas accompagner ces entreprises qui ont besoin de soutien. Ce projet en est à ses débuts. Une enquête a été entamée auprès de plusieurs sociétés afin de recueillir leurs besoins. Si on nous permet d'accéder à ces ateliers, de nous laisser le temps de produire, de laisser le temps de vendre nos produits, de nous constituer un capital trésorerie suffisamment important qui puisse nous permettre de racheter par la suite, oui. Mais si d'emblée, dès qu'on est rentré, on est assassiné déjà par les charges sociales, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire à ce niveau-là, parce qu'on n'y arrivera pas. Un projet ambitieux estimé à 5 millions d'euros. Les travaux devraient commencer d'ici le mois de mai. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons du renouveau de l'Office du tourisme d'Irakubo. Il a été remis à neuf et sera inauguré demain. Et puis, nous parlerons cinéma avec notre invité Alain Maline, auteur du film Jean Galmo, l'aventurier, qui sera projeté ce soir à l'Eldorado. Entretien à suivre dans quelques instants. Sa réouverture était très attendue. L'Office du tourisme d'Irakubo sera donc inauguré demain. Un nouveau départ pour un secteur en souffrance ces 2 dernières années. Désormais, touristes et visiteurs seront accueillis et aiguillés comme il se doit par des employés. Coût total de l'opération, 40 000 €. Jonathan Lariot et Maxime Delahouplière. L'église d'Irakubo, un des points historiques de la ville. Construite au 19e siècle, cette église si particulière est aujourd'hui un haut lieu touristique. Dans le cœur, on peut trouver au bas-côté ouest la Vierge de Marie, la statue de la Vierge de Marie. Au milieu, l'autel. Tout ça, c'est le plafond de la nef. Tout ça. En première partie, c'est le style de peinture qu'on peut retrouver ici. On appelle ça l'art naïf. Quand on regarde les anges, les personnages, on a l'impression qu'ils voyagent dans un temps, dans un monde hors du temps et dans un bonheur sans ombre. C'est vraiment ça, quoi, qui frappe les gens, qui les marque, qui les donne envie de revenir. Parce qu'on voit tous les détails, comment c'est peint. Romario fait partie des guides de la ville. Des visites comme celle-ci, il n'en a pas faites depuis un certain temps. L'office du tourisme fermé depuis 2 ans, les visiteurs étaient livrés à eux-mêmes. On voit les touristes arriver tous les jours, ils viennent tout seuls dans l'église, il n'y a personne pour les expliquer.
On les voit venir, ils cherchent du monde, ils sont un peu perdus. Ça permet aux touristes de connaître la commune, quoi. Il y a des gens, ils se disent que la commune, il n'y a rien, alors qu'il y a une église classée monument historique très important. Une visite de l'église rendue possible avec la réouverture de l'Office du tourisme. Une initiative qui fera le bonheur des différents touristes, prêts à découvrir les trésors que renferme la ville. Donc à partir de lundi, l'Office du tourisme sera ouvert au public. Nous aurons des expositions de tout ce qui est artisanal, découverte de tout ce qui est prestations, découvertes sur la commune d'Irakubo et les communes limitrophes, parce que Irakubo en fait fait partie du territoire des savanes. Donc voilà, donc, nous ce serait de faire découvrir les milieux naturels des savanes, du territoire des savanes. Voilà. À partir de la semaine prochaine, ceux qui désireront visiter la ville et ses alentours pourront se tourner vers les agents de l'Office du tourisme afin d'apprendre un peu plus sur l'histoire de nos communes. On parle cinéma maintenant avec notre invité, le producteur-réalisateur Alain Maline. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre film Jean Galmot, l'aventurier, dans lequel vous ressuscitiez une histoire qui date en tout cas en Guyane. Ça fait 26 ans qu'il est sorti. Sur cette figure historique, en tout cas, il est rediffusé ce soir à l'Eldorado. C'était notamment à l'occasion de la sortie du dernier magazine, Une saison en Guyane. Vous disiez être ému. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Très ému parce que j'ai revu la bande-annonce, parce que depuis que je suis là, donc depuis une journée et demie, les gens m'arrêtent dans la rue, me reparlent de cette histoire, du tournage. Donc voilà, oui. Et puis je vais le revoir pour la première fois depuis 25 ans au cinéma. Alors avant d'en parler un peu plus, on va justement regarder un morceau de la bande-annonce. D'accord. J'ai vu sous tous les cieux du monde, sous les flamboyants rouges des tropiques, sur le sable des solitudes. J'ai vu les hommes passer en caravane, lutter, jouir, s'entregorger pour l'argent et l'amour. 40 ans d'un combat de chaque jour, de chaque heure, contre les fauves de la forêt tropicale et les fauves humains. Revoir ce long rêve, jamais. Mais un jour, une femme est venue. Pour elle, je voudrais recommencer la vie. Quel est l'homme qui, pour rencontrer cette femme, n'entrerait pas en pleurant de joie sur la route sanglante qui fut la mienne? De quoi réveiller les souvenirs, Alain Maline? Oui, beaucoup de souvenirs. C'était donc un long travail, on évoque au moins plus de 4000 personnes, en tout cas des Guyanais, qui ont figuré dans ce film. Est-ce que vous pensez que ça a marqué finalement toute une époque en Guyane? Ça a marqué pendant très longtemps, parce que pendant très longtemps, il n'y a pas une commune qui n'a pas fourni des gens de sa famille, quoi. Et au départ, il y avait beaucoup de Brésiliens en fait, qui tournaient sur le film, qui faisaient la figuration, puisqu'on a des scènes à 500-600 figurants. Et puis les Guyanais sont venus en disant non, on veut participer, c'est notre histoire. Oui, c'est notre histoire à nous. Alors justement, cette histoire, pourquoi avoir choisi de la raconter, celle de Jean Galmot? Parce que, d'abord parce que j'avais fait Guyane Palace avant et que c'est un film qui, moi, m'a marqué parce que c'est la recherche d'un père, le fils à travers la recherche d'un père qu'il n'a pas connu, donc c'est un peu mon histoire. Et puis le fait de faire cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une femme, d'une rencontre avec une femme ou des femmes. Donc ce pays est imprégné de toutes ces choses. Il y a un érotisme formidable, il y a des paysages magnifiques, mais en dehors de ça, il y a une culture amazonienne, il y a une culture de la Guyane très spéciale en dehors des Antilles, puisqu'en Martinique, j'ai tourné La Grande Béquée à l'époque avec Lynn Renaud et Jean-Claude Brialy, Philippe Clay, Anthony Delon. Et la Guyane, c'est spécial. C'est-à-dire que c'est spécial, c'est un plus. C'est un plus parce qu'on est bien dans ce pays, honnêtement, avec des contradictions, avec énormément de... Un plaisir en tout cas, la fierté des Guyanais. Est-ce que vous dites là? Je sais pas, moi vous savez, là, comme on dit, l'artiste, c'est Jeanne Moreau qui disait ça, il disait, vous savez, nous les artistes, on est là pour ni à gauche ni à droite, mais on essaye d'avancer, de prendre toute la route pour éclairer un peu les chemins tortueux ou non lumineux. Donc c'est un film qui a ouvert finalement une sorte d'histoire du cinéma en Guyane. Aujourd'hui, quelles en sont les conséquences, mis à part que là, ce soir, on va revoir ce film? Les conséquences, c'est qu'il y a presque tous les techniciens, par exemple, de votre chaîne concurrente qui ont été formés, donc, qu'on a formés donc, à Paris. On avait lancé l'idée des studios, on avait construit des studios, on avait accès à une formation vraiment formidable. Bon, voilà. C'était 10 ans trop tôt, c'était 10 ans en avance, et puis peut-être que j'étais pas non plus très élégant dans les rapports que j'ai eus avec les politiques et autres. Et puis, bon, il y en a qui
qui n'ont pas voulu des studios, du cinéma ici. Voilà. Justement, donc un projet que vous avez essayé de lancer, des studios en Guyane pour tourner des films. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché? On ne dénonce personne ce soir. Mais non, mais ça veut dire que parce que les Guyanais n'étaient pas prêts à ça. Je veux dire, c'est une industrie, le cinéma. C'est pas que de l'art, c'est pas que du ciné-club. C'est une vraie industrie. C'est beaucoup de personnes. Moi, je crois qu'on était plus de 200 dans notre équipe technique, donc c'est beaucoup de monde à gérer. Et ça ouvre sur tous les métiers possibles, quoi. Je veux dire, du machiniste à l'électricien, du maquilleur, de la costumière, de celui qui écrit le scénario et autres. Donc voilà. Puis on voit tous les tournages qui se multiplient en ce moment. Guyane, absolument. Que ce soit des séries, des films, donc finalement c'est une idée qui j'ai ramené faire son pas mal chemin. De choses quand même en Guyane, honnêtement. Voilà. Alors justement, en tout cas, vous poursuivez le travail, vous avez démarré un tournage, seulement ça n'a pas tout à fait abouti pour le moment. On parle de producteurs brésiliens et allemands. Aujourd'hui, où on en est? On en est que je reviens de Berlin, que en principe donc l'Allemagne signe avec nous et que le Brésil va rentrer à nouveau dedans. Voilà. Et on peut donner quelques détails justement sur ce projet? Le Caïman d'Or, c'est non. on peut pas trop en parler. Non, c'est une femme qui revit avocate, qui apprend que son mari a été tué, donc voilà, qu'il a été tué, et quand elle arrive en Guyane, tout le monde veut pas personne veut qu'elle aille en Guyane, et quand elle arrive, elle s'aperçoit que son mari avait non seulement une maîtresse, mais en plus un enfant. Alors, est-ce que cet enfant, c'est son enfant à lui, à elle, ou est-ce que c'est l'enfant du dehors, comme on dit? Donc voilà, c'est plein de conflits. Et elle remonte le fleuve, donc le Maroni ou l'Oyapock, et de chaque côté elle fait revivre sa vie, quoi. Elle revit sa vie. Finalement, on a pu avoir quelques informations. Merci Alain Maline sur ce projet et pour toutes ces informations. On suit en tout cas cet événement ce soir, la diffusion à l'Eldorado. Bonne soirée, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On poursuit en cinéma avec des classes du collège Léodat de Volmar à Saint-Laurent qui se sont lancés un défi, celui de réaliser entièrement 2 films pour participer à un concours national. Je filme le métier qui me plaît. Défi relevé, cet après-midi, les équipes pédagogiques, les élèves et les proches de ces cinéastes en herbe ont pu assister en avant-première à leur projection. Voici quelques réactions. Le projet, c'est de réaliser un reportage de 3 minutes maxi sur un métier ou un secteur d'activité. Donc les élèves ont choisi d'interviewer un comédien et de représenter les métiers du cinéma à travers les reportages de 3 minutes. Honnêtement, ils sont plus impliqués dans leur travail personnel. Parce qu'ils y prennent plaisir, ils ont vu qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Parce que le problème aussi des adolescents, c'est celui-là, ils ont toujours l'impression qu'ils ne seront pas capables de fabriquer quelque chose, comme un film, écrire un texte, parler à l'oral, être à l'aise, ne pas avoir honte. Et on poursuit avec la jeunesse pour finir ce journal. 15 jours, c'est le délai que se sont fixés 10 jeunes Guadeloupéens pour changer leur vie. 15 jours pendant lesquels ils ont suivi un programme d'activités diverses favorisant l'insertion sociale et professionnelle. Et à l'origine de cet ambitieux projet, l'association Affirmatique et la ville de Bémao. Karen Diama. Pour terminer en beauté les 2 semaines passées ensemble, Frédéric et sa team ont opté pour un atelier nutrition. On a élaboré un menu. On a tablé sur la santé aujourd'hui, comment manger sainement à moindre coût. Donc on a été faire les courses avec eux hier soir et aujourd'hui ils ont préparé le repas de A à Z. Et en cuisine, on retrouve Livio et Doriane. Nous allons faire banane jaune, morue, comme entre les concombres, sardines. Banane vert aussi, banane vert pour en créole. Pour ajouter plus de saveur à leur menu, ils seront rejoints par les aînés de la ville. Comment vous faites votre vinaigrette? Comment vous faites votre vinaigrette? Moi, je sais pas, je mets d'abord le vinaigre, un petit peu de vinaigre. Je mets le sel, je fais fondre le sel. Ensuite, j'ajoute l'huile. Je mixe, je mets un petit peu de poivre, pas trop. Un moment de partage intergénérationnel qui aura satisfait tous les acteurs. On voit que ce sont des jeunes quand même. S'ils ont décidé de préparer ceci, c'est qu'avec leurs parents, ils ont eu quand même l'habitude de faire beaucoup de choses. Et en les voyant travailler, on leur ressent. Et même là, on leur a apporté des petits conseils. Donc ils ont adhéré tout de suite. C'était une très bonne initiative car on a pu découvrir des choses qu'on ne savait pas faire. Exemple, ils nous ont fait une vinaigrette pour la morue et tout. Et c'est notre exemple. Et comme ses 10 autres camarades, Livio a été sélectionné car il n'avait pas d'activité journalière. Tout d'abord,
supplément. Pour éviter de nous faire un supplément, nous faisons et tapeur. Nous faisons tapeur. C'est un vertige, je n'ai pas de vertige. Déjà, on n'a pas de vertige. Ça va faire me perdre. Alors, ça m'a plu. Après, ça, c'est soit élastique. Bon, on va te gagner, mais c'est bien. Mais ça même. Après, ça, bon, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui ne m'ont pas plu dans les deux semaines. 2 semaines riches en activités pour réconcilier les jeunes avec l'insertion sociale et professionnelle. Nous, on s'est dit en fait qu'il fallait qu'on trouve un autre concept pour fédérer les jeunes de la commune afin de les accompagner professionnellement, socialement et personnellement. Et on s'est dit qu'ils viennent dans notre bureau, qu'ils s'asseyent et qu'on discute, c'est un peu trop commun. Donc on a essayé de trouver on a mis en place ce projet-là. C'est un bilan positif. Nous maintenant, on s'attelle à essayer de leur trouver une formation ou un emploi en CDD ou en CDI. Alors pour certains c'est déjà fait et pour d'autres on continue à travailler dessus. Mais on n'a pas fait cette action-là ponctuellement pour après les mettre de côté. Pendant 6 mois on va s'atteler à la tâche pour leur trouver quelque chose. Une initiative sociale qui aura permis à ces 11 jeunes d'entamer un véritable changement de vie. C'est la fin de ce journal local. Tout de suite l'information nationale avec nos confrères de BFM TV.